Quand on retrouve ce qu'on a aimé, on n'a pas peur. On a simplement envie de bien faire et d'être heureux. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Ka et Luna. Nous avons toujours adressé la diversité. La diversité des femmes, des hommes, qui indépendamment de tout, ont en commun une chose, qu'ils ont des choses à dire. Et c'est pour cela que j'ai contacté Thomas Lombard, car il a toujours dit des choses. Et ce que j'aime chez cet homme, c'est la profondeur qu'il adresse, tout en étant très précautionneux de la forme, parce que moi, je crois qu'on vit quand même à une époque où on fait plus trop attention à la forme, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je l'ai contacté sans t'en parler. Pourquoi ? Parce que je te sais passionnée de rugby, je sais à quel point tu respectes le joueur, le consultant, l'entrepreneur qu'il a été. Et puis je me suis dit que tu n'oserais pas, en fait, tu as raison. Le contacter. Alors, moi, j'y étais. Trop timide. Peut-être moi trop audacieuse, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que je suis heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a permis de rentrer dans une démarche, d'essayer de comprendre ce qui t'a toujours plu chez cette personne. Et c'est vrai qu'en regardant ces vidéos, en lisant des articles, en m'intéressant à l'univers qui est le sien, je me suis dit que j'avais hyper envie de le contacter parce que finalement, ce qui compte, je crois que c'est plus les individus plutôt que ce qu'ils incarnent ou le costume qu'ils portent, en l'occurrence là, le rugby. Et donc, ce que j'ai reconnu chez cette personne, c'est beaucoup de valeurs, quand bien même je lui avais pas parlé. Et finalement, ces valeurs, elles éveillent beaucoup d'intérêt parce que dans un monde enclin à la notoriété, j'ai l'impression que Thomas, il est vraiment à un autre endroit. Et j'imagine que, comme tout le monde, il aspire évidemment à être reconnu et apprécié pour qui il est, mais j'ai l'impression qu'avant tout ça, il y a une éthique très forte. Et d'ailleurs, en parlant de cette éthique et de ses valeurs, sa générosité et sa simplicité à me répondre, on fait qu'au-delà de m'intéresser à la personne, finalement, je me suis intéressée au rugby. Alors, j'irai pas jusqu'à en disserter avec lui, mais je me suis dit qu'effectivement, ce genre d'attitude et ce genre d'individu qui adressait particulièrement le lien, et nous, on est très attentionnés par les personnes qui adressent le lien, je crois qu'il aura la capacité de réveiller chez les non-fans de rugby le désir d'aller voir un match. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, parce que j'ai envie que les femmes comme moi, les hommes peut-être comme moi, qui n'ont jamais adressé le rugby, aient envie de l'adresser au travers de cette personne. Bonjour Thomas, et puis surtout merci de ce moment. Mais merci pour cette introduction, très flatteuse. J'espère que la conclusion sera du même acabit. Du peu qu'on a discuté, je ne suis pas très craintive d'ailleurs. On voulait vous voyer, c'est toi qui nous a donné l'opportunité du tutoiement. Et voilà, on voulait te remercier de cette générosité du tutoiement. Bravo pour ton audace, Luna. Alors Thomas, comme le disait Luna, tu as eu plusieurs vies professionnelles, mais finalement une constance dans l'exigence. Alors que la culture du sport de haut niveau est régulièrement utilisée, j'en sais quelque chose, en entreprise pour adresser les enjeux du leadership, du management, quel regard portes-tu sur cette fonction de directeur général ? Et finalement, un club, c'est une entreprise. Alors gérer une entreprise, en l'occurrence le Stade Français, je crois que c'est 140 ans d'histoire, est-ce que ça rajoute de l'exigence à l'exigence ? En ce qui concerne la fonction, c'est une fonction qui est éminemment importante et nouvelle aussi pour moi, qui a eu plusieurs vies, mais une première vie de sportif, de joueur de rugby professionnel, mais voilà, qui en termes d'exigence par rapport à ce que je vis aujourd'hui était beaucoup moins contraignant ou beaucoup moins... en termes d'enjeux. Parce que tu avais juste à il y avait la performance de l'équipe, évidemment ma performance individuelle, mais ça s'arrêtait là. La responsabilité, je cherchais le mot tout à l'heure, la responsabilité était quand même beaucoup moins importante que celle qui repose sur mes épaules aujourd'hui. Mais voilà, la vie est faite de challenges. Quand on a fait du sport, quand on a essayé pendant tant d'années d'atteindre des objectifs, et qu'on a passé du temps dans certains endroits, on garde un attachement fort. Alors, quand il se trouve qu'on a gagné, il est peut-être un peu plus fort.
Et quand on a eu la chance, comme ça a été mon cas, de vivre une aventure particulièrement intense et exaltante au Stade Français entre 97 et 2005, ça m'a profondément marqué parce que quand je suis arrivé, j'étais un jeune garçon d'à peine 20 ans. Tu nous disais qu'il avait fait le choix du rugby plutôt que... Qui avait fait le choix, peut-être un peu fou de pas faire d'études, bien qu'aujourd'hui j'explique à mes jeunes qu'il faut qu'ils fassent des études, que c'est très important. Bon, j'en avais quand même fait un peu, j'avais été jusqu'en licence, etc. Mais j'aurais pu aller plus loin. J'aurais peut-être même dû aller plus loin. Mais je me suis construit dans l'identification à des joueurs qui étaient... beaucoup plus renommé que je ne pouvais l'être à l'époque, qui avait vécu dans le rugby et dans la vie beaucoup plus important que le mien, et qui avait des caractères aussi beaucoup plus marqués que ceux d'un jeune de 20 ans. Donc, tu penses à une ou deux personnes? Il y a une ou deux personnes de référence? C'était une constellation de joueurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs joueurs du moment, mais qui étaient en termes de caractère quand même des sacrés clients, comme on dit. Et voilà, il y avait la truculence, le côté amusant, suiveur qu'on pouvait avoir par rapport à lui pour un Vincent Moscato par exemple. Il y avait l'exigence, le côté rationnel, la volonté de gagner, d'être meilleur, le professionnalisme d'un Marc Lévremont ou d'un Diego Dominguez. Enfin voilà, je pourrais avoir un mot comme ça pour chacun de mes coéquipiers de l'époque. Donc ça montrait un peu la richesse qui s'ouvrait à moi. Et puis au-dessus de ça, il y avait un homme qui s'appelle Max Gosini, qui était un peu le chef d'orchestre, qui connaissait rien au rugby, lui non plus, mais qui avait réussi à aller chercher, probablement parce qu'il avait ce talent, c'est-à-dire d'aller sentir, d'aller renifler ce qu'il y avait au fond des individus, et de pouvoir immédiatement le coller comme un décalcomanie sur l'ADN et sur la culture qu'il avait pour son Stade Français, et de dire voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça colle ou ça colle pas. Et il s'est rarement trompé, et je pense que si le Stade Français a réussi ce qu'il a réussi sous sa gouvernance, c'est aussi et surtout à cause de ça, c'est-à-dire le bon choix des hommes. Donc voilà, moi je me retrouve maintenant dans une mission où je reviens dans le club que j'aime, et donc quand les gens me disent mais t'as pas peur de... Évidemment j'ai peur, parce que j'ai peur, j'ai des appréhensions, j'ai des doutes, mais j'ai aussi plein de convictions. Mais quand on retrouve ce qu'on a aimé, on n'a pas peur, on a simplement envie de bien faire et d'être heureux, et d'emmener après les autres derrière soi. Et c'est le cycle de la vie qui veut ça. C'est à un moment on est acteur, et puis après on s'éloigne un petit peu, et on transmet, on donne des idées, on les porte, et puis un jour on fera plus grand chose, on observera. Bon, j'ai la chance de pouvoir encore être acteur pour un petit moment, avant qu'on donc observe. j'espère que je vais bien faire les choses, mais je pense que ce qu'a fait le Stade Français est un bon moyen de trouver un socle, de retrouver un socle et de redémarrer quelque chose. Et du coup, on en revient à cette époque que moi je trouve anxiogène dans l'urgence en fait qu'elle impose. Alors il y a ce nouveau terme très à la mode qui fait parfaitement sens, qui est l'urgence du sens. Mais pour autant, nous, on vient aussi t'interviewer en tant que directeur général, et Dieu sait que les directions générales, les comités exécutifs ont des injonctions permanentes, certes légitimes, mais je trouve très anxiogènes. Donc, il faut que vous soyez inspirant, rassembleur, il faut savoir délocaliser la prise de décision, générer de l'engagement, créer un cadre de bien-être au travail, créer des valeurs, à la fois de la valeur financière, parce que il y a des actionnaires, et aussi de la valeur de propos ou de contenu pour le grand public et le corps social. Et donc, nous, on serait aussi intéressés à t'écouter, et cette fois-ci en tant que directeur général encore, sur ces injonctions de l'époque, parce que tu utilises un vocabulaire très rassembleur. On entend souvent dans ta bouche ces propos. Tu parles du lien, de la famille, de la confiance, d'un projet plutôt que d'un contrat. Donc ça, c'est quand même des terminologies très assumées. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta position, sur cette anxiété de l'époque ?
Je ne fais que reproduire ce qui m'a permis de réussir, entre guillemets. Donc j'ai vécu dans des équipes où finalement le fonctionnement idéal était souvent le même dans la culture française, à savoir beaucoup d'affect, pas mal d'exigences, mais à un moment aussi des choses qui se disaient de manière pas idéale, c'est-à-dire qu'on allait passer d'un extrême à l'autre, quoi. C'était le calme, la tempête, le calme, la tempête. Il n'y avait pas la position intermédiaire. Et puis un jour, je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai vécu pendant 3 ans un rugby et un mode de management qui était totalement différent, avec de la planification, un esprit toujours positif, etc. À tel point que des fois, je disais, on prenait 40 points, les mecs, ils nous expliquaient que c'était bien. Je disais, non, on peut pas, on se raconte des conneries. Mais ça faisait partie de leur méthode, tout simplement. Et la culture du travail, la culture du respect des engagements, tu dis ce que tu fais ce que tu dis, la répétition, l'opiniâtreté, ça a aussi du bon. Nous, c'est vrai que les Français, c'est pas trop notre fort. Et en fait, j'essaye aujourd'hui de juxtaposer ces modèles et de trouver une balance équilibrée entre l'hyper-affect, alors qui te permet de faire des trucs extraordinaires, mais qui te fait aussi faire parfois des grosses merdes, et passez-moi l'expression, et la méthodologie à l'extrême des Anglais, ce que souvent les gens qualifient de pragmatisme, mais qui aussi à un moment te limite parce qu'il n'y a pas de plan B, quoi. Il y a simplement ce que tu as décidé et que tout le monde va appliquer en mode soldat. Mais à un moment, s'il faut prendre une décision sur le terrain, on ne prendra pas, parce que personne dit non, c'est pas ce qu'on a décidé, donc nous on reste dans ce cadre, dans la limite. Donc je m'inspire un peu de ça. Et après, ce qu'on appelle aujourd'hui la bienveillance, le truc, je sais pas je sais pas dans quelle case ranger ce que je fais. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut qu'il y ait une exigence forte, couplée à un peu d'estime et un peu de considération des gens. Alors souvent on dit il faut s'aimer. Alors je sais pas si je veux que les gens avec lesquels je travaille m'aiment, mais probablement un peu au fond de moi, même si on n'ira pas jusque là. Mais les considérer, ça veut dire passer des moments ensemble. Alors voilà, quand on travaille dur, on a le droit d'être récompensé, et quand on travaille dur, on va parfois réussir, on va parfois échouer. Mais j'avais un entraîneur, et il avait 100 fois raison, qui nous disait la chose suivante: quand vous rentrez sur le terrain, vous donnez tout. Si vous donnez tout, vous n'aurez rien à vous reprocher. Si vous gagnez, évidemment, ce sera la poursuite. Et puis si vous perdez, ça nous donnera un niveau et surtout une capacité de savoir ce qu'on doit améliorer. Et on retournera travailler dès le lundi pour être meilleur le week-end d'après, parce que dans la vie, et comme dans le sport, on se recroise toujours. Et donc à un moment, on pourra se mesurer à nouveau. C'est ça simplement. Donc voilà, on peut être dur, mais à un moment, il faut que le temps qu'on passe ensemble, et qui est très important, parce que nous, dans la situation où on est aujourd'hui, on a besoin de se bouger, sportivement, mais aussi économiquement, par rapport aux enjeux du club, du développement, etc. Donc on va leur demander beaucoup d'efforts, des sacrifices sur leur vie de famille, donc il faut qu'ils aient des contreparties. Et les contreparties, elles ne sont que la conséquence d'un travail, d'un certain nombre de choses qu'on aura délivrées au préalable. Et si on a ça, on génère l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est la clé, puisque qu'on fasse du rugby, ou qu'on travaille au Stade Français, ou à la Société Générale, ou je ne sais où, à un moment, on est dans une forme de routine. Et cette routine, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et essayer de pouvoir, à dose homéopathique, à minima, ou alors de manière permanente, pouvoir régénérer, renouveler ce désir. Il y a l'atteinte des objectifs, mais il y a aussi tout ce qu'on fait tous les jours, quoi. La manière avec laquelle on se dit bonjour le matin. Déjà, est-ce qu'on se dit bonjour le matin, ce qu'on va communiquer et tout. Voilà. On aime bien l'ambiance au Stade Français. On n'aura pas besoin d'ambiance sonore, on a l'ambiance des vestiaires. Thomas, quand on a construit cette interview avec Luna, il nous a paru intéressant d'aborder avec toi
le costume statutaire. Alors ça veut dire quoi? Tu occupes aujourd'hui un costume statutaire, c'est-à-dire président, directeur général du Stade français, mais tu as aussi connu le freelance, avec l'inconfort que cela implique. Et quand je parle d'inconfort, il ne s'agit pas forcément d'un inconfort financier. C'est surtout une précarité émotionnelle. Toi qui connais la complexité liée à la reconversion des sportifs de haut niveau, est-ce que tu as envie d'agir ou de réagir par rapport à ça? Alors c'est un des sujets sur lesquels je suis très vigilant, et je vais même plus loin. Moi je veux pas qu'on les reconvertisse, je veux qu'on les forme. Et je crois qu'aujourd'hui le rugby s'est engagé sur un chemin dangereux. La singularité de ce sport, c'est pendant plus de 100 ans, des gens issus de milieux sociaux différents, avec des formations différentes, des étudiants, des avocats, des médecins, mais aussi des artisans, enfin voilà, toute une agrégation de corps de métiers différents et de personnalités différentes qui arrivaient à travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs l'image du rugby. Le rugby, c'est une équipe de rugby, c'est plusieurs métiers. Les avants ne font pas le même métier que les trois quarts. Les demi de mêlée, les demi d'ouverture sont en charge de la stratégie, c'est un peu le management. Voilà, on peut faire des analogies comme ça, très, très parlantes avec le monde de l'entreprise. Et le jour où le rugby est devenu professionnel, on a encore conservé ça pendant quelques années, et puis ensuite on a mis le curseur vers l'ultra-professionnalisation. Ça veut dire la naissance des centres de formation, etc. Et on a en quelque sorte créé un moule, qui est le moule du joueur de rugby idéal, et on a voulu évidemment que tous les joueurs rentrent dans le moule du parfait joueur de rugby. Sauf que le rugby, c'est Sagan qui le disait, si j'aime le rugby, c'est pas parce qu'il est violent, c'est parce qu'il est intelligent. Et le rugby, c'est un sport évidemment de combat, mais aussi de réflexion et de prise de décision. Et la prise de décision, la réflexion sur le jeu, l'analyse d'une situation, c'est pas quelque chose qu'on va développer en faisant de la musculation ou de la préparation physique. Et ça, on le développe dans le cadre de l'université, de l'école, de l'acquisition de savoir, et surtout dans la mixité, pour reprendre un terme à la mode, et le contact avec les autres. Et en cloisonnant finalement notre formation et en mettant nos jeunes dans des circuits d'accession à la performance qui sont évidemment très, très performants, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais on les a sortis de cet enrichissement possible et du contact avec les autres. Et en plus, on les a sortis du milieu universitaire. Il y a 10 ans, l'équipe de France du rugby, elle comptait encore des ingénieurs dans ses rangs. Aujourd'hui, c'est fini. Et il n'y en aura plus. Tu parles même du double projet de formation, c'est ça? Évidemment. Mais avant de partir de Canal, j'ai fait un sujet là-dessus qui s'appelle la mauvaise éducation, et qui était une comparaison de deux modèles avec pour les deux la même finalité, c'est-à-dire permettre à des jeunes d'accéder au plus haut niveau de pratique. L'un était orchestré par les clubs sous injonction de la Ligue nationale de rugby qui fixait le cadre, et l'autre était géré par l'école, le modèle anglais, avec du rugby de haut niveau pratiqué dans les écoles, pratiqué dans les universités, etc. Et on se rend compte que l'aboutissement est à peu près le même en termes de résultats. C'est-à-dire qu'on sort à peu près autant de joueurs dans les centres de formation français que dans les centres de formation anglais. Ou je devrais dire, quand je dis assez peu, trop peu d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a une casse sociale importante. Sauf que ceux qui ont été à l'école dans le système anglais, évidemment, ils ont quelque chose derrière. Alors que ceux qui sont passés par notre système à nous, ils n'ont rien, s'ils n'ont pas de contrat. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et après, se pose celui de la reconversion, que tu évoquais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de reconversion avec des joueurs qu'on n'a pas formés. Je reçois des gens qui me disent mais on va faire des bilans de compétences. Mais c'est que jouer au rugby. Donc vous avez un boulot pour quelqu'un qui a fait des passes, de l'entraînement, etc. demain. C'est pareil, il y a 15 ans ou 20 ans, on vantait les vertus du joueur de rugby. On disait voilà, le joueur de rugby dans une équipe de management, etc. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui se bat, qui est leader. Je suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. J'ai posé la question à beaucoup de chefs d'entreprise dont je suis proche,
Et quand ils ont des CV qui sont posés sur leur table, bah, évidemment, ils regardent. Première chose, même peut-être qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il a fait comme sport. Parce que le sport incarne ça, normalement. Et s'il a fait du rugby, bah, pendant 30 ans, il savait que le gars allait lui amener quelque chose, il lui a une plus-value. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ou en tout cas, c'est plus assez le cas. Donc ça nous met face à nos responsabilités et à mon avis à ce changement nécessaire dans la manière avec laquelle on décide de former. Donc moi, au Stade Français, je veux que nos jeunes fassent des études. Je veux que ceux qui sont aujourd'hui dans le circuit professionnel puissent le plus rapidement possible recréer un lien avec l'université ou avec le monde des entreprises qui sont nos partenaires pour pouvoir envisager les choses. Et à la limite, ça leur fera un peu de bien d'arrêter de penser au rugby. Et peut-être le jeudi après-midi, quand ils n'ont pas entraînement, le mercredi, d'aller voir dans l'entreprise ce qui se passe. Ça leur donnera... Tu prônes l'ouverture Évidemment, ouais. Évidemment, mais je prône l'ouverture que m'a amené le rugby à l'époque où je l'ai pratiqué. Enfin, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Non, mais c'est ça. Non, mais c'était un rugby pas encore ouvert. En phase d'observation. On s'entraînait 3 fois par semaine. Alors bien sûr que physiquement on était moins bien préparé. Bien sûr que les temps de jeu n'étaient pas les mêmes. Et, évidemment, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Mais voilà, encore une fois, je pense que là aussi, on a une balance qu'on doit rééquilibrer. Mais du coup, concrètement, parce que j'imagine que c'est comme toujours, il y a à la fois un sujet de moyens et un sujet d'écosystème, puisqu'on est quand même dans un pays où tout doit être extrêmement normé, légiféré même. Donc j'imagine que c'est pas si simple de demander à des entreprises qui auraient, à mon avis, le souhait de le faire, de pouvoir accueillir des joueurs sur des parcours, par exemple, de formation in situ. Si demain vous êtes partenaire du Stade Français, nous on veut bien. Vous allez nous donner de l'argent. Non mais on va se parler franchement. Vous allez nous donner de l'argent et puis en contrepartie, on va vous mettre un espace sur notre maillot ou un espace dans le stade. On va vous donner des accès à nos espaces, etc. Est-ce qu'on peut raisonnablement se satisfaire de ça? Certains, oui. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais aller plus loin, c'est quoi? C'est trouver un modèle vertueux et dire que, au-delà de ce qu'on aura déjà fait et que je viens d'énoncer, on aura peut-être contribué à faire des choses bien. Si ce n'est celle d'assimiler son image à la performance d'une équipe, voilà, on est très content. Si ça gagne, on va boire une coupe de champagne tous ensemble et puis on fait la fête. Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est beaucoup plus profond de dire, voilà, moi j'ai reçu des gamins dans mon entreprise, je leur ai montré ce que c'était que le boulot et puis voilà, pas plus tard qu'avant-hier, il y en a un qui fait ça chez moi ou chez un autre, mais c'est moi qui lui ai appris quelque part, qui lui ai montré, qui lui ai fait découvrir quelque chose et on a un rôle social de plus en plus important aujourd'hui parce que le rugby est devenu un ascenseur social pour beaucoup de jeunes issus de milieux extrêmement défavorisés qui n'ont pas les mêmes codes que nous on pouvait avoir à l'époque. Moi j'ai reçu une éducation entre guillemets privilégiée, pour pas dire bourgeoise. J'habitais dans la banlieue ouest, voilà, j'ai jamais manqué de rien. Mais aujourd'hui il y a des gamins qui nourrissent une mère isolée, des petits frères et sœurs qui n'ont pas forcément à bouffer. Donc ces mômes-là, qu'est-ce qu'on leur explique? On dit il faut que tu fasses des études parce que tu comprends. Mais moi je raisonne à demain. Donc demain c'est est-ce que tu me donnes un contrat? Donc on a un devoir de presque au travers de contraintes et d'obligations de les faire pouvoir se projeter plus loin. Et ça c'est un véritable sujet. Donc on va faire un appel au département RSE de toutes les boîtes, parce qu'il y a quand même dans toutes les grosses entreprises, et pas que grosses d'ailleurs, des départements RSE, et c'est le job de ces départements que de monter des partenariats qui soutiennent, entre autres dans la RSE, la jeunesse, qui est un des sujets majeurs. Donc que les départements RSE qui aiment le rugby et qui ont envie d'ouvrir leurs portes à des jeunes rugbymen contactent le Stade Français, ils sauront trouver une oreille attentive. Ouais, ils sauront trouver, mais c'est aussi il faut prendre son bâton de maréchal, parce qu'il faut les convaincre. Et même peut-être aller un peu plus loin que les convaincre. C'est ce que j'exprimais précédemment. À un moment, voilà, s'ils ne le comprennent pas, et je comprends qu'ils ne le comprennent pas, mais il faudra qu'ils le fassent quand même. Et je pense qu'ils diront merci. Et pour être encore une fois très, très franc, mais nous, on en tirera des bénéfices.
C'est-à-dire que si on en fait des, comme disent les Néo-Zélandais, hein, de meilleurs hommes font de meilleurs joueurs, mais ils ont tout résumé. Et si on en fait de meilleurs hommes, demain sur les terrains du top 14, ils prendront les décisions, ils réfléchiront sur le bien fondé de leur comportement, leur manière d'agir ou d'interagir avec les autres, etc., de la culture de l'équipe. Ça, Thomas, ça me brûle les lèvres, mais c'est quelque chose que tu portes. Et est-ce que tu penses que c'est porté par d'autres clubs? C'est-à-dire le discours que tu tiens là, et pour le coup, je te remercie de ta franchise et ta liberté de ton, est-ce que tu penses que c'est une prise de conscience de l'ensemble des clubs, c'est-à-dire de faire une version un peu plus augmentée des joueurs, même si l'exigence, la performance est là, de leur donner aussi les moyens, dans un cursus double formation, en tout cas, de leur donner accès à autre chose? J'espère que c'est le cas. Après, voilà, chacun a ses idées, a ses convictions. Moi, celles-là, elles sont très ancrées en moi. Donc, je profite de ma situation pour pouvoir essayer de les faire passer et de les mettre en application. Il y a des clubs qui réfléchissent très bien et qui appliquent des modèles de culture d'équipe, de responsabilisation, de rationalisation efficaces. Après, est-ce qu'ils vont aussi loin que nous? Je ne sais pas. En tout cas, s'ils le font, c'est tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a toujours été un club qui a été moteur et qui n'a pas fait les choses comme les autres. Donc voilà, j'ai la faiblesse de penser qu'on pourra peut-être dans ce secteur-là continuer à avoir cette image. C'est vrai que le Stade français, c'est toujours... c'est autrement. C'est autrement, c'est s'exprimer autrement. Là où on l'attend des fois, pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que voilà, depuis qu'on t'écoute, on sent chez toi un ton très protecteur. Et puis, au-delà du ton, je pense qu'il y a ce body language et cette densité qui est la tienne et ce parcours très éclectique aussi qui font que tu peux incarner une capacité d'ouverture et de diversité, parce que même si tu parles d'un cursus et d'un parcours dans l'Ouest parisien, certes, pour autant ça n'empêche que c'est pas parce que tu viens de ce parcours-là, il n'y a pas à se flageller de pas avoir eu de problème. Finalement, c'est plutôt une opportunité. On a l'impression que ça te donne aussi la volonté d'endosser voilà, ce costume très inclusif et moi je trouve que tu es quelqu'un qui donne le sentiment qu'on peut se permettre de faire des choses, et ça c'est assez rare de donner la permission, et donc si tu pouvais t'exprimer là-dessus, qu'est-ce que tu aurais envie de permettre à n'importe qui d'ailleurs? Tout, il faut tout se permettre. On peut parler tout à l'heure, je sais pas si on avait les micros ouverts, mais non. Du fait qu'on pouvait plus dire beaucoup de choses dans le monde actuel. Moi, je crois au contraire qu'on peut dire beaucoup de choses, mais qu'on peut pas les dire n'importe comment. Donc, il faut y mettre les formes, il faut y mettre les mots justes. Mais c'est ce que je dis à mes équipes tous les jours. Il faut prendre des risques, surtout quand on a ce maillot sur les épaules. Parce qu'évidemment, il y a les joueurs. Mais il n'y a pas que les joueurs qui ont le maillot Stade français. Alors nous, ils font pas de calendrier, ils sont pas en short et en basket quand ils viennent bosser. Mais au fond d'eux-mêmes, si. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'ils doivent avoir. Ils font partie du Stade français. Et si c'est une chaîne humaine, si la chaîne sportive elle marche pas, la chaîne administrative elle est impactée. Si la chaîne administrative marche pas, voilà. Donc on a un devoir de performance et on a aussi un devoir de représenter, de porter nos couleurs, d'en être fiers. Donc il faut prendre des risques. Nous sur le terrain, on leur demande de prendre des risques. On a un cadre. Alors on va essayer de l'élargir, c'est vrai, mais quand on a la pression, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, et sportivement, et je le disais sur l'aspect économique, le cadre il s'est évidemment un peu rétréci, mais demain il va se réélargir parce qu'on va réussir. Et à partir de là, on a besoin d'avoir des créatifs. Vous croyez que quand ils ont décidé il y a 15 ans d'aller jouer au Stade de France, de mettre un maillot rose, de faire un calendrier nu, il fallait pas avoir quelque chose dans le pantalon pour le faire. C'est sûr que surtout dans un monde aussi conservateur que celui du rugby. C'est-à-dire que nous, on est quand même... avant de bouger les lignes, il faut se lever de bonne heure. Mais on se rend compte que ça fonctionne, et c'est ça qui est d'autant plus enrichissant et engageant pour moi. C'est-à-dire que les gens veulent ça. Les gens qui sont aujourd'hui éloignés du club, les supporters, les
partenaires de l'histoire, de l'histoire récente, pardon, ils vont revenir. Ils vont revenir pour ça. Ils vont revenir parce que les danseuses qu'ils ont vues 50 fois, mais on va les remettre demain. Et ils vont dire, c'est incroyable, les danseuses. Mais ils les ont vues 50 fois. Mais la société, il y a ce retour aux sources, aux valeurs. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on a aimé. Ouais, ce qu'on a aimé. Et je ne sais pas si ce sera mieux, si ce sera moins bien, mais on se sent en sécurité finalement, quand on retrouve ce qu'on connaît déjà. Mais moi, c'est pareil. Si je reviens ici, je me sens en sécurité. Ici, tout le monde me dit on est avant-dernier. Ouais, je me lève tous les matins, j'ai la banane, je suis content de venir travailler. Il y a effectivement des enjeux, une pression, mais voilà, il y a aussi une dimension un peu confortable qui fait que alors on est peut-être inconscient. J'espère que c'est pas le cas, mais moi je vois pas le danger. Enfin, je vois pas. Je sais qu'on est dans une position compliquée, mais je suis pas paralysé, tétanisé par ce danger. Au contraire, je sais ce qu'on est capable de faire. D'ailleurs, ils l'ont fait d'ailleurs ponctuellement dans la saison. Je pense qu'aussi dans cette partie administrative et les équipes qu'on a sous la main, on a des gens qui sont viscéralement attachés à ce club, à ses couleurs, à son histoire, qui la connaissent sur le bout des doigts. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est le miroir en fait de l'équipe professionnelle, c'est pareil. Quand il y a les problèmes qu'on a rencontrés il y a quelques mois, c'est les mêmes qu'on a aujourd'hui, donc on va les régler. On va recréer déjà un lien humain et redonner un business plan, une voie, et puis après des gens pour les incarner. Et à partir du moment où on arrive à être un peu ensemble. Mais c'est joli ton propos, parce que derrière permission, il y a parfois cette idée effectivement de prendre des risques, d'être audacieux, hein, c'est des trucs très à la mode à l'ère de l'entrepreneuriat, mais c'est comme si toi tu permettais finalement de choisir un autre endroit qui serait peut-être la tradition, et la tradition elle peut être très moderne. Et je crois que c'est en tout cas moi ce qui me touche dans ton propos, c'est dans ton incarnation de l'inclusion. C'est que tu permets aujourd'hui des choix qui sont peut-être pas ceux qui sont prônés parce que moins à la mode. Mais en tout cas, c'est des valeurs auxquelles tu crois. La prise de risque, ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce que où est-ce qu'on la situe? Qu'est-ce que c'est que prendre un risque? Prendre un risque, c'est ce qu'a fait le mec qui a inventé le rugby, quoi. C'était à jouer au foot et puis à un moment prendre le ballon sous le bras et aller déposer le ballon. Ça, c'est une prise de risque. Aujourd'hui, même pour prendre un risque, tout est tellement contrôlé, maîtrisé, monitoré qu'à bout tu peux pas prendre un risque n'importe comment. Donc ce sera toujours un risque dans un cadre. Donc tu vas sortir un peu du cadre. Mais c'est aussi ça qui, je parlais tout à l'heure d'enthousiasme, mais qui amène la petite étincelle, quoi. Et donner cette respiration, donner cette opportunité aux gens dans des cycles, toujours pareil, très répétitifs, c'est leur bouffée d'oxygène. Déjà, c'est valorisant, parce que la prise du risque, c'est eux qui vont la porter. Ils vont choisir quel risque ils vont prendre. Ensuite, ils vont le déterminer ensemble, puisque c'est une équipe, on ne prend pas un risque tout seul. Et puis ensuite, ils vont aller se frotter, et ils vont voir ce que ça fait. Et ensuite, ils rendront des comptes. Voilà. Mais derrière, comme il y a une équipe qui est solidaire, on l'accepte. Parce qu'on sait que c'est un moment, c'est une équipe. C'est 80 minutes, une rencontre. Pendant 80 minutes, on sait qu'on a 2 fois 1 minute où on va pouvoir prendre des risques. Et si les risques ils sont payants, ce sera tant mieux. Et si malheureusement ça se solde par un échec, on aura 78 minutes pour récupérer le coup. Mais c'est aussi simple que ça. C'est sûr que les liens sont nombreux. J'entendais le jeune Ntamak dire qu'il a tenté une chance sur 2 d'intercepter le ballon, et il le dit très bien dans ce que tu dis. Il y avait une prise de risque, mais c'était important, ça pouvait réussir ou pas réussir. Il l'a tenté, et pour le coup, ça a réussi. Luna, est-ce qu'on pourrait, avec Thomas, exprimer un petit peu le milieu sportif, qui est des fois soumis aux mêmes risques et aux mêmes problèmes que la société, la drogue, les violences sexuelles, psychologiques? Plutôt que te demander frontalement ton avis sur ces réalités, on aimerait t'écouter sur des changements positifs, si tu en constates ou si tu en intuites. Qu'est-ce que tu constates de positif sur des comportements à risque? Est-ce que tu as vu une évolution, peut-être un petit peu plus de cadres de sécurité? Enfin, sur la pratique en elle-même,
on a eu une période, on a traversé une période douloureuse, très anxiogène, avec des drames qui nous ont touchés particulièrement ici. Donc le rugby, alors que pendant très longtemps, le rugby avait été une sorte d'oasis au milieu du désert, où il se passait jamais rien, il n'y avait pas de problème. Je dirais même que le rugbyman, il avait toujours une excuse. On s'est permis beaucoup de choses, nous, beaucoup. Alors que les autres sportifs ne pouvaient pas se les permettre. Ah, c'est vrai. Peut-être qu'un jour tu payes l'addition. Alors je parle pas des drames, mais je parle d'aujourd'hui de tous les faits qui peuvent toucher la vie d'une équipe, quand les mecs sortent, qui font les andouilles, etc. Mais pendant 150 ans, c'était pas grave. Enfin, en tout cas, quand c'était le rugbyman qui mettait une tarte dans un bar, c'était pas très grave. S'il y avait des comportements un peu limites, le rugbyman, il avait le droit, il était sympa, il était tout. C'était une prolongation du jeu. Mais ça passait, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je dis pas qu'on s'est absous et qu'on a été absous de tout, mais en tout cas, parfois on a un peu oublié les règles de la bienséance, et donc la vie te rappelle quand même de temps en temps à ça. Donc le monde des réseaux sociaux, etc. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Les mecs, ils sont nourris à la même enseigne que les autres, mais sauf que les autres le sont depuis plusieurs années déjà. Et après, il y a eu tout ce qui a touché le rugby de manière dramatique, je l'évoquais. Donc les joueurs ont été sensibilisés là-dessus, et on a beaucoup plus de transparence par rapport à la culture qu'on a eue souvent dans le rugby, du gladiateur, du mec indestructible. Voilà, c'était l'image, quoi. Le rugbyman, il avait pas mal, il pouvait pas, il était plus fort que les autres. Sauf qu'il n'est pas plus fort que les autres, et qu'à un moment, il faut l'accepter. Donc c'est tout un changement sur la construction des individus, sur le discours avant les matchs, etc. Où on dit aussi, le rugbyman, c'est un athlète de haut niveau, il est endurant, mais il a une fragilité aussi, et il faut l'assumer. Et donc dans la manière avec laquelle les joueurs nourrissent les relations avec le staff médical, avec les entraîneurs, il y a beaucoup plus de transparence, et c'est bien. Parce que du coup, on peut sauvegarder l'intégrité physique des individus. Et c'est un des véritables enjeux quand on voit ce qui s'est passé avec le foot américain, avec les ETC, les encéphalopathies traumatiques chroniques, qui est un truc dramatique. Il faut impérativement que le rugby prenne les bonnes mesures aujourd'hui, ajustement des règles, changement des techniques de plaquage, lutte contre les commotions, etc., etc., etc. Et qu'on ne soit pas un sport qui fasse peur. Parce qu'on n'a pas fait peur pendant très longtemps, mais qu'on sache aussi évoluer avec les contraintes et les difficultés aujourd'hui qu'on doit affronter. Du coup, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur bien accompagner la jeunesse dans vivre plus sereinement l'avenir, c'est inclure dans ce parcours finalement aussi de formation une forme d'éducation, et rien n'est un problème derrière ce mot éducation à ouvrir les yeux sur des comportements nocifs pour soi, avant même d'être nocifs pour les autres d'ailleurs. Oui, mais l'exemple vient d'en haut. La vitrine, c'est nous. Enfin, c'est les joueurs professionnels, c'est les joueurs de l'équipe de France. Donc l'archétype du joueur de rugby indestructible, il faut le faire tomber. Et à un moment, le joueur de rugby, il a une limite. Et cette limite, il faut qu'elle soit clairement établie, et qu'on puisse justement pas dire communiquer dessus, mais à un moment, il faut être honnête. Après, le rugby, c'est quand même un bon endroit pour être le porte-parole de la fragilité des hommes, parce qu'on vit une époque où finalement, il y a tous ces débats sur la parité, sur le féminisme, et moi, ce que j'aime bien dans le débat, c'est de laisser les hommes parler de leur fragilité aussi. C'est une façon de répondre, et je crois que le milieu du rugby, qui a longtemps incarné une espèce de force incompressible, si elle s'exprime un peu sur sa fragilité, ça permettra, je crois, d'avancer positivement pour tout le monde. Et c'est un sport qui est plein d'ambiguïtés, le rugby. Le mythe du vestiaire, c'est aussi pour ça qu'il y a un mythe. C'est parce qu'on ne veut pas montrer ce qui se passe dans le vestiaire, parce qu'il y a à la fois cet éloge de la surpuissance, et cette fragilité absolue avec les pleurs,
les corps qui s'entrelacent parce que justement il y a une telle appréhension avant d'aller au combat que les mecs ont besoin. Il y a on a assisté tous, peut-être moins maintenant parce que c'est quelque chose qui s'est assagi et réduit, notamment avec l'apport de la culture anglo-saxonne. Mais l'hyper-affection, l'hyper-émotion avant les matchs où on sortait pas s'échauffer, des vestiaires où c'était tout noir, enfin les mecs ils les mettaient en transe quoi. Sauf que c'était à la fois se dire on va mourir, on peut tout faire quoi. Mais les mecs ils étaient tétanisés au fond d'eux. Donc il fallait expulser ça. Et le seul moyen de le faire c'est le rapport à l'autre. Donc ça a toujours été ça le rugby. Alors on initiait une énergie mais incroyable, mais qui sortait sur le terrain. Déjà ils étaient épuisés. Ils avaient déjà fait le match. Ils avaient fait 45 minutes de préparation. Et au premier coup d'envoi c'était fini. Ouais. Il leur restait 5-10 minutes. Mais il en faut un peu parce que ça reste quand même notre ADN et notre. Oui, c'est là où vous avez sans doute été précurseur avec ces fameux maillots. Rose fluo et des calendriers. C'était peut-être une façon de le faire avec humour, mais moi je crois qu'il y avait une forme de sensibilité à ça déjà. C'est pour ça que ça a généré tant de critiques ou tant d'interrogations au départ. C'est-à-dire que à un moment les mecs ils disaient mais non mais on peut pas montrer ça. De toute façon c'est une part du rugby qu'on n'assume pas et sur laquelle on peut pas communiquer. Le rugby c'est pas ça. Mais il se trouve que il y a un peu de ça aussi quand même. Bah voilà, moi je suis une femme tu as raison, et j'invite les femmes à venir voir le Stade Français parce que je crois que des hommes qui incarnent la virilité, qui assument une forme de fragilité, il faut leur donner leur chance. Mais je crois que là où Luna tu as raison et c'est bien que tu le soulignes, je pense que l'intention n'a pas toujours été comprise quand il y a eu des maillots roses et cette sensibilité, mais je pense que l'intention elle était juste, elle était un peu la teneur de nos propos quoi. Alors peut-être avant de conclure. Ouais, bah oui, Thomas, parce que tu parles évidemment beaucoup des autres. Ça, c'est aussi une force du tempérament, voilà, plus en recul. Mais quand même, tu es un personnage public. Et ce qu'on se dit, c'est que c'est inévitablement prendre beaucoup de risques d'être un personnage public. Alors, tu l'as été en tant que joueur, en tant que consultant, mais là, maintenant, tu l'es en tant qu'emblème d'une entreprise. Et du coup, on aimerait avoir peut-être ta sensibilité sur la violence de l'époque, sur la protection de la vie privée, et l'exposition d'un point de vue. Comment voilà, quel est ton regard ? Moi, je trouve qu'on vit une société extrêmement violente où à la fois on a la chance de pouvoir s'exprimer. Et je crois que quand on peut s'exprimer, il faut avoir une forme de tolérance à ce qu'on peut entendre. Et puis en même temps, il y a une intrusion aussi dans la vie des personnes publiques. Et comment tu vis cette situation ? Pas forcément avec beaucoup d'impact. Je suis assez. Alors j'ai des trucs, des comptes, des réseaux sociaux. Alors j'en suis pas pas un geek comme on dit. T'as ton compte Insta. Mais ouais, enfin bon, ça j'avoue que c'est pas celui que je. Non, j'aimais bien Twitter parce que je trouvais que. Alors c'est l'époque Canal, la période Canal m'a fait aussi comprendre la nécessité de vivre dans l'air du temps parce que quand un joueur sortait du terrain pendant l'échauffement et que nous on était là à commenter le match, la première chose qu'il faisait s'il était blessé, c'est qu'il mettait sur Twitter zut, je peux pas jouer le match. Il est poli, donc Thomas. il fallait qu'on ait l'info. Donc on s'est mis sur Twitter et quand on voyait un mec, on allait voir et c'est vrai qu'une fois sur deux, au moins, on avait l'info. Après sur Facebook, il était en maillot sur la plage. Ouais, sur Facebook, c'était un peu, c'est déjà has-been Facebook. Vous êtes pas du tout dans le coup. Sur le sujet, t'as raison. Pas du tout. Oui. Mais donc il faut vivre avec tout ça. Après, comme disait le diable boiteux, je crois que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc voilà, je trouve qu'il y a un excès, mais qui est très simple d'ailleurs, puisqu'il y a un anonymat total. On peut se cacher derrière des pseudos, des trucs, des machins. Je sais même pas comment on appelle ça. Il y a un langage aussi très technique qu'il faut avoir. C'est comme les langages des jeunes maintenant. Mais ouais, je n'attache pas plus d'importance que ça. Ça me touche pas. Je sais où je veux aller, je sais avec qui je veux y aller et rien ne me fera dévier. Alors ouais, effectivement, on préfère qu'on parle en bien de soi, mais ceux qui font l'unanimité m'ont toujours étonné.
Donc je me dis qu'il faut, il faut avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous estiment. Et puis qu'il y aura forcément des gens qui ne pourront pas nous renifler. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas ce qui m'empêchera. Il faut avoir son petit périmètre un peu protégé. Après, j'ai réussi avec les autres, moi, donc je veux surtout pas réussir seul. Je veux y associer un maximum de personnes. Alors évidemment, ce sera toujours plus simple d'y associer ceux avec lesquels j'ai déjà réussi. C'est un bouclier. C'est pas un manque d'ambition, parce qu'il y a d'autres personnes aussi que la vie nous permet de rencontrer et qui viendront. Mais j'avoue que je fonctionne un peu parfois à l'instinct aussi là-dessus. Quand on rencontre des gens, il y a des fois il se passe un truc. Et il n'y a pas besoin de discuter 107 ans pour que ça se passe. Et donc quand ce truc arrive, moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller découvrir. Et souvent on peut lier des amitiés fortes comme ça dans un laps de temps court, parce que justement on a... Alors c'est à la fois piégeux et très exaltant, hein, comme... Mais la vie c'est ça aussi, c'est un moment il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se poser 50 milliards de questions, sinon on fait du surplace. Peu comme quand tu as quitté la France et que tu es parti en Angleterre. Je crois qu'à l'époque, vous n'étiez pas énormément de joueurs à s'expatrier dans les championnats étrangers. Non. Ça a été quoi le déclencheur à ce moment-là? Peut-être juste pour... On quitte un peu la casquette de directeur général, on revient du joueur. Juste peut-être que c'était le meilleur moment pour le faire. Ça commençait à être un peu la fin, hein, pour moi, enfin, même s'il me restait encore quelques années devant moi. Et puis je pense que je m'étais embourgeoisé, si je peux dire, au Stade Français. C'est-à-dire que je voyais toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc tous les privilèges qu'on avait étaient devenus la norme. Tous les avantages que j'avais, ne serait-ce qu'à porter ce maillot et à jouer dans cette équipe, je les prenais plus en considération. Qu'à un moment, il faut te foutre un coup de pied au cul et te dire, si t'es pas content, va-t'en. Parce que j'en avais vu passer quelques-uns avant moi qui étaient dans cette dynamique-là. Et puis quand tu leur poses le contrat sur la table, tu dis, bien regarde, vas-y, va là-bas. Il y a toujours une bonne raison pour pas y aller. Donc j'y suis allé et puis je me suis éclaté. Finalement, on pense toujours, c'est comme avec une femme, tu penses toujours que c'est la femme de ta vie, c'est le truc, c'est machin. Et puis malheureusement, la vie fait que souvent... Ça va faire rire Luna. C'est pas toujours la femme de ta vie. Allons bon. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, la vie et l'engagement durable, il est exigeant en termes de concession, de remise en cause de soi-même, etc., d'acceptation. C'était ça l'histoire. Nous, on était dans un truc affectif en plus au Stade Français, donc par-dessus le marché, ça l'était encore. Oui, c'est ça. Donc mon histoire d'amour, elle était. Et puis tu regardes ailleurs, et puis tu vas ailleurs, puis tu te rends compte que finalement, au début c'est pareil, puis après tu retrouves les mêmes choses, et à la fin tu fais un bilan, tu dis bon, peut-être que c'est aussi ça, le challenge il est ailleurs, donc il faut profiter des bons moments. Tu prônes l'expérience amoureuse, quoi. Ouais, mais c'est souvent ça, hein, c'est des relations... Enfin, on peut faire des analogies, je dis pas que c'était exactement pareil. Mais tu peux, alors là... on peut comparer, quoi. Enfin, en tout cas, dans la manière avec laquelle... Je m'attendais pas à parler d'amour avec Thomas Lombard, mais je suis ravi. Là, Thomas, tu as fait un cadeau à Luna de glisser sur le terrain amoureux dans l'analogie. Je pense qu'on arrive à la fin de notre podcast. Avec grand plaisir. Je valide, les femmes venaient toutes au Stade Français, un homme qui parle d'amour sans rougir. Ouais. Alors, pour finir, Thomas, et te remercier de ce moment, les questions de Kaeluna. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, Thomas, Ovalie ou Amazonie? Sa réponse est toute trouvée. Ce sera encore pour un moment Ovalie. Romantique ou passionné? Romantique. Pub ou bistrot? Bistrot. Jouer ou commenter? Si encore je pouvais jouer. J'en rêve souvent. Mais je crois que c'est bien que je ne fasse que d'en rêver. D'accord. Force mentale ou force physique? Les deux. Raison ou émotion? Émotion. Ah là vraiment. Écoute, on te remercie, je crois. Ouais, infiniment. Énorme moment. Et puis quel cadeau, la diversité toujours. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Merci beaucoup, Thomas.
Kaeluna. Kaeluna.